Je vous propose donc qu'on démarre. Bonjour à tous. Alors déjà, bienvenue pour cette nouvelle webconférence qui a lieu traditionnellement maintenant tous les jours, enfin tous les mardis, pardon, à 11 heures. Donc, pour rappel, c'est à l'initiative donc du Corévi Île-de-France Sud dont je suis le vice-président. Et puis, donc, nous allons accueillir aujourd'hui Luc Ginaud, qui est donc directeur santé publique à l'agence régionale donc de l'Île-de-France, qui va nous donner un petit peu la température de comment ça s'est passé pour eux au niveau donc de la région Île-de-France, au niveau de l'agence régionale de santé de la région d'Île-de-France, parce qu'on l'a vu, hein, il y a eu un grand branle-bas de combat suite à cette pandémie, et puis effectivement donc les forces se sont réorganisées. Il y a eu un vrai travail qui a été fait à la fois donc sur l'ensemble du territoire, en direction donc des publics les plus précaires et puis ceux qui en avaient donc le plus besoin. Il y a eu cette initiative qui est d'ailleurs a été faite avec la région Île-de-France pour partie. Donc Luc Ginaud va pouvoir effectivement donc nous expliquer comment ça s'est donc déroulé. Nous aurons aussi Stéphanie et Steph Terré qui est psychologue sociale à HF Prévention et qui va nous expliquer un peu comment va se dérouler le déconfinement dans la tête donc des gens, comment c'est ressenti. Et puis toujours un petit point avec Dominique sur comment Dominique Salmon, qui est donc présidente du Corévi Île-de-France Sud à nos côtés et aux côtés donc de Philippe Sagot notamment et des techniciens d'études cliniques, sans oublier Hélène. Et Dominique, je vais te laisser donc la parole tout de suite pour que tu nous donnes un petit peu le ton de cette réunion et comment ça se passe aujourd'hui à l'Hôtel Dieu. Bonjour à tous, bienvenue dans cette réunion. Merci surtout, Monsieur Ginaud, d'avoir pris du temps sur toutes vos responsabilités pour venir nous parler. Vraiment, je crois qu'on est tous très honorés de votre présence. Et je sais que vous avez beaucoup œuvré pendant cette période, puisqu'on s'est rencontrés à l'Hôtel Dieu quand vous organisiez les cellules mobiles qui se déplaçaient dans les centres d'hébergement. Donc, on est vraiment content que vous soyez là. Et on aimerait vous poser deux heures de questions, en fait, et vous laisser le temps que vous souhaitez pour nous donner votre point de vue. D'une part, nous dire ce que vous avez fait au niveau de l'ARS, justement, dans votre domaine, qui est le domaine de la prévention, de la promotion de la santé publique, parce que vous avez fait tout un tas de choses et je pense que c'est pas peut-être assez connu de nos acteurs du Corévi. Et puis, dans un deuxième temps, nous parler de ce que vous mettez en œuvre pour le déconfinement, des conseils que vous donneriez. Et puis ensuite, on a notre psychologue Stéphanie qui est là, qui elle aussi donnera un point de vue plus social et plus personnel sur la façon dont les personnes doivent se comporter. Donc moi, j'interviendrai après sur l'Hôtel Dieu, mais juste en 2 mots pour vous dire que là, on est dans une période d'accalmie où ça va mieux, où on va reprendre nos activités tout en restant quand même très vigilant sur ce qui pourrait se passer à la suite du déconfinement. Donc peut-être on vous laisse la parole, Monsieur Ginaud, et merci encore d'être là. J'en profite d'avoir la parole pour vous dire que je vous salue de la part de Didier Sicard, qui a vu que vous interveniez aujourd'hui pour les acteurs du Corévi et qui vous en est très reconnaissant. Est-ce que vous êtes toujours là? Vous m'entendez ou pas là? Oui. Moi je vous entends. Vous m'entendez aussi? Oui, on vous entend. Parfaitement. Donc, merci à vous de cette invitation. Je suis un peu terrorisé par les phrases d'introduction que vous avez dites. On va essayer de la jouer un peu plus modeste. Donc, en gros, très rapidement, je vais essayer de vous donner un peu le cadre général de l'agence, ce qu'on a fait et ce qu'on va continuer à faire dans le cadre du déconfinement. Et puis, j'essaierai de répondre en plus après à vos questions. Alors, par contre, j'entends un écho d'enfer. Je ne sais pas si ce que je dis est clair ou pas. Je vais juste couper les micros de tous, mais c'était le temps donc de savoir où vous étiez, Monsieur Ginaud, sur ma plateforme. Et là, normalement, donc ça devrait être bon, on devrait vous entendre que vous. Allez-y. D'accord, ça ne me gêne pas qu'on m'entende quoi. Ce qui me gêne, c'est que moi je m'entends. Voilà, en fait. Voilà. Donc, en 2 mots. Bon, d'abord sur l'agence en général, comme vous le savez, on a été conduit on a été conduit à intervenir initialement le tout début, lorsque les premiers cas en communauté chinoise, enfin la question de la communauté chinoise s'est posée, avec pour nous un premier souci qui est maintenant très loin derrière nous, mais qui était évidemment le souci de la stigmatisation de la communauté chinoise, notre volonté de prévenir ce type de risque. Et ensuite,
arrivée de l'épidémie globalement, dans un contexte dans lequel l'agence s'est mise en situation de crise très très vite, ce qui veut dire qu'on a suspendu un bon nombre de nos activités et réorganisé totalement la totalité de l'agence, aussi bien au siège qu'en délégation, pour être uniquement focalisé sur la gestion de crise, avec un premier élément qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire qu'un des premiers clusters de l'Île-de-France est arrivé chez nous, puisque toute notre cellule de crise, 50% de la cellule de crise a été décapitée par le Covid dans les 15 premiers jours, avec quand même un décès, avec une série de collègues hospitalisés, dont certains sont toujours parvenus. Enfin voilà, une situation donc dans laquelle l'agence s'est retrouvée. Ça a été comme objectivement une de nos premiers obstacles dans une situation elle-même de cluster assez lourd, notamment au niveau de la direction du COMEX. Voilà. D'ailleurs, donc ça, et la cellule de crise. Monsieur Ginaud, très rapidement, in fine, la région Île-de-France a été une région qui a été très vite touchée. Vous pensez que c'est dû à quoi? Je sais qu'il y a un rapport de l'ORS qui est sorti récemment qui montrait effectivement que c'était probablement dû à ce que vous défendez depuis des années, à savoir donc les inégalités territoriales. Est-ce que c'était quelque chose d'inéluctable que la région Île-de-France soit impactée Oui, le rapport de l'ORS dit pas ça aussi clairement que ça. Le rapport de l'ORS émet des hypothèses et il est bien séparé en deux parties. L'une qui est ce qu'on a bien vu dans la presse, c'est-à-dire les inégalités de mortalité, qui sont quand même qui sont moins uniformes que ce qu'on peut en penser. Ça touche au-delà de la Seine-Saint-Denis, c'est un peu plus complexe. Et c'est justement ce sur quoi on est en train de relancer notre batterie d'études. Ensuite, est-ce que on voit bien qu'il y a un enjeu à la fois populationnel, un enjeu on va dire géographique aussi, c'est-à-dire que l'épidémie est arrivée par l'Oise, donc il y a des proximités avec d'autres clusters qui existaient. Donc en gros, la dynamique géographique de l'épidémie, honnêtement, on n'a pas, enfin moi à ma connaissance, on n'a pas aujourd'hui d'explication immédiate sur qu'est-ce qui relève en particulier du cluster de Mulhouse et de ses antennes ensuite. Bon, honnêtement, je crois c'est pas sûr qu'on le saura un jour. Quoi qu'il en soit, effectivement, la question des inégalités, elle est effectivement révélée très très violemment par notamment les analyses de mortalité. On a des analyses provisoires et on pense que les analyses stables qu'on est en train de demander à un ensemble d'équipes de recherche vont nous conduire à probablement des contrastes encore plus violents que ce qu'on a constaté. Voilà, en gros, c'est la dynamique de l'épidémie. Alors, pour répondre à la question que posait Mme Salmon initialement, donc ce qui a été fait, donc je vais d'abord pour dire globalement les deux premières responsabilités de l'agence ont été évidemment d'aider à ajuster le système de soins. Donc c'est pas aux acteurs des Corévis que je vais expliquer ce qu'ont été les bouleversements hospitaliers. On est quand même passé, vous savez, très très près. Enfin, on est passé en clair à 10 lits d'une saturation maximale des lits de réa une fois qu'on a ouvert tout le maximum des capacités complémentaires. Ce qui est important pour nous de dire, c'est que du fait qu'on est passé à 10 lits maximum et que du coup on n'a jamais dépassé la ligne de saturation, ça nous a permis, contrairement à ce qui a pu être circulé sur les réseaux sociaux, ça a permis plus exactement aux praticiens hospitaliers de ne jamais être amenés à pratiquer ce qui a été pratiqué un peu en Italie, quand même, c'est-à-dire en tri sur l'âge ou des choses comme ça. Nous, on est assez fiers du fait que pour l'instant, la médiane d'âge et la moyenne d'âge des patients en réanimation n'a pas changé avant l'épidémie, après l'épidémie et maintenant. Autrement dit, les personnes âgées n'ont pas été plus victimes que les autres, n'ont pas été plus exclues que les autres de la réanimation en dehors des règles habituelles qu'on connaît en termes d'éthique de la réanimation. Donc ça, c'est le premier point. Donc mettre le niveau hospitalier en tension. Alors ça, si vous voulez, ça paraît aussi quelque chose de relativement évident a posteriori. Les collègues hospitaliers savent à quel point c'est très compliqué de sortir des lits, de faire évacuer les SSA pour prendre du MCO, de faire transformer du MCO en soins critiques et du soin critique en réa. Enfin, voilà, je refais pas toute cette épopée à laquelle moi j'ai peu participé, mais qui a quand même été un élément qui continue encore, un élément extrêmement qui a absorbé une part considérable de l'agence. La deuxième question est évidemment celle des EHPAD. Vous avez pu suivre qu'il y a eu un peu de flottement au niveau national pas de flottement sur ce qui s'est passé sur les EHPAD, mais sur les chiffres au niveau des EHPAD. Donc pour nous, l'énergie a été très tendue vers deux sujets. Premièrement, trois sujets. Premièrement, sécuriser les EHPAD vis-à-vis du Covid, c'est-à-dire sécuriser toutes les mesures de confinement, etc. Avec des choses très très violentes pour les familles et pour les usagers, incontestablement.
Deuxième aspect, renforcer le personnel. Donc, on a réussi à peu près à déplacer chez EHPAD 1600 personnes en renfort, ce qui est quand même pas rien. Hein. C'est-à-dire qu'on a réussi, au fur et à mesure que les personnes des EHPAD étaient en arrêt maladie, on a eu un taux d'absentéisme évidemment très très fort là-dedans. On a réussi à peu près à positionner 1600 renforts là-dedans. Ce qui là encore paraît comme ça un coup de baguette magique, mais si vous voulez, quelque part, on peut se dire qu'un service public de régulation, ça sert aussi un peu à ça quand même. Hein. C'est-à-dire que je ne sais pas si les ARS sont aussi bureaucrates que ce qu'on leur reproche, mais quand même, grosso modo, on a quand même réussi à téléphoner tous les jours à toutes les EHPAD pour savoir quels étaient leurs besoins et à essayer de mettre en lien ces besoins avec des renforts étudiants de province, des volontaires, de tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et c'est une énergie... Il y a eu une vraie énergie qui a été déployée par l'agence, notamment sur la gestion de la crise, avec des cellules de crise qui se sont très rapidement activées in fine. Voilà, donc ça, je crois que c'est... Alors, si vous voulez, honnêtement, ceux qui connaissent l'agence ne la reconnaîtraient pas aujourd'hui, puisque, par exemple, tout notre rez-de-chaussée a été transformé, ça a un peu disparu aujourd'hui, mais une espèce d'immense entreprise de routage de masques, puisqu'on avait des millions de masques qui arrivaient, qu'il fallait qu'on fasse repartir. Enfin, voilà, on s'est inventé des métiers, honnêtement, qui tiennent à la fois de la plateforme téléphonique, du marché de Rungis et des tas d'autres activités. Bon, ce qui se voit peu à l'extérieur, mais quelque chose dont on est assez fier au-delà de l'aspect anecdotique, parce que nous, on considère que le service public, c'est aussi être capable de distribuer des masques à 2 heures du matin si c'est nécessaire. Voilà. Alors, le troisième plan sur lequel Dominique Sénon proposait que j'intervienne un peu plus, c'est qu'est-ce qui a été mis en place au niveau des personnes les plus fragiles, et qui était effectivement une préoccupation conjointe du préfet et du du DGRS. Alors, j'insiste un peu parce que un des atouts qu'on a en Ile-de-France, c'est le fait que le préfet de région est très très sensible aux questions de la grande exclusion, des personnes sans abri, de l'hébergement, etc., etc. Et du coup, on a travaillé, quand je dis main à la main, c'est que j'ai toujours au téléphone la préfète Charbonneau, qui est la préfète de Gare, au moins 2 ou 3 fois par jour pour qu'on voit qu'est-ce qu'on est capable de faire ensemble. Donc ça s'est traduit par une démarche qui en gros avait trois grands volets. Hein. Premier volet, le fait d'aider les centres d'hébergement, les centres d'accueil pour personnes demandeurs d'asile, les CHRS et les foyers de travailleurs migrants. Ça a été un peu plus lent, on a fait travailleurs migrants, objectivement, à s'organiser pour tenter d'avoir des cellules de confinement, tenter d'être capable de repérer les premiers cas qui se présentaient. En gros, on va dire limiter les dégâts, si je suis un peu hors procès verbal, en cas d'arrivée des premiers cas. Deuxième chose, ça a été de se dire on va intervenir rapidement. Donc on a monté des équipes mobiles, qui est des équipes qui là encore, ça avait un aspect un peu militant, un peu bricolage, dans lesquelles on a trouvé effectivement des voitures qui nous ont été prêtées par la région, puisque par lieu du concours de la région, ils ont effectivement prêté 8 voitures. Ouais, et puis des médecins qui étaient mis à disposition par l'Éducation nationale, qui étaient des bénévoles, qui étaient des volontaires, qui étaient... Voilà, il y avait la directrice, qui a toujours d'ailleurs la directrice de l'ORS, il y avait Grémy dans la bande, enfin un certain nombre de médecins qui sont engagés là-dedans, qui ont fait des équipes mobiles avec des infirmiers. D'autres séries d'équipes mobiles étaient confiées à Médecins sans frontières, à la ville de Paris, la ville de Saint-Denis ou au groupe hospitalier du nord des Yvelines. Et ces équipes mobiles donc il y a un système qui est organisé qui fait que chaque fois qu'un cas est signalé par un système de reporting le soir vers 19h par un des centres, le lendemain matin, on dépêche une équipe mobile qui prélève les cas suspects. Alors on a aujourd'hui la main un peu lourde, hein, c'est-à-dire que par cas suspect, toute personne qui tout-saute un peu, on considère qu'elle est susceptible d'être en cas suspect. Ainsi que les cas contacts, là encore, on a dans ces centres la main assez lourde, on va dire, en définition des cas contacts. On va très au-delà de la circulaire gouvernementale, ce qui nous a permis de projeter à peu près 250 équipes mobiles, enfin 250 sorties d'équipes mobiles sur autant d'équipements, et d'avoir des points téléphoniques avec la totalité des gestionnaires d'équipements sur qu'est-ce qui se passe quand on a un cas, et de réagir sur des clusters. On a par exemple hier 3 clusters qui sont apparus sur 2 CHRS de Paris. Et sur 3 CHRS de Paris, et le 4e c'est sur l'Essonne. Et donc dans ces cas-là, soit directement par nos équipes, soit via intermédiaire d'équipes déléguées, on envoie des gens qui font qui font le point clinique et qui interrogent les personnes, qui font tous les prélèvements nécessaires, lesquels sont traités ensuite soit à l'hôtel-dieu, soit désormais dans une plateforme, dans la plateforme de Brousset ou de Garches. Donc ça, c'est le déplacement d'équipes mobiles. Et puis le troisième dispositif qu'on a mis complémentaire, c'est les centres Covid précaires, qui sont en gros, centres Covid précaires, c'est en gros des centres qu'on a ouverts autour de l'idée assez simple. On maintient à domicile des personnes,
C'était au moment de la grande crise, lorsqu'on était incapable d'hospitaliser toute personne qui ne soit pas à l'agonie. Sauf qu'il y a des tas de gens pour lesquels c'est pas possible de maintenir à domicile, soit parce qu'il n'y a pas de domicile, ils sont à la rue, soit parce qu'ils sont dans des conditions d'hébergement collectif qui permettent pas l'isolement. Et donc, on a ouvert 9 centres avec le préfet, qui sont des centres qu'on appelait Covid précaires. L'intitulé national est un intitulé très bizarre qui s'appelle Centre de desserrement. Nous, on n'a pas du tout repris ça comme intitulé. Et dans lesquels on a un gestionnaire qui assure l'intendance, l'accueil, l'hébergement, et un gestionnaire sanitaire qui assure l'accompagnement infirmier ou médical. Et donc, on a ouvert donc au total 9 centres. On est en train d'en fermer un certain nombre maintenant. Enfin, on en a fermé 2-3, qui ont accueilli en tout 500 personnes. On doit être à 530, je pense, aujourd'hui. Qui sont des personnes pour lesquelles il y avait un diagnostic Covid confirmé par un PCR ou un scanner, et qui ensuite étaient donc isolés pour éviter d'avoir ou de retourner à la rue avec un Covid ou d'être en train de contaminer les autres. Voilà en gros les 3 éléments dispositifs en direction des personnes les plus en difficulté, avec une vraie volonté du préfet. Alors il y a beaucoup de débats dans les réseaux sociaux là-dessus, mais j'insiste un peu là-dessus de mettre en place un système d'hébergement. C'est-à-dire qu'il y a eu des réquisitions d'hôtels absolument considérables. Je crois qu'il y a à peu près 12 000 personnes qui ont été hébergées dans la période par le préfet. D'abord dans des gymnases pour certains d'entre eux, et ensuite dans des hébergements plus adaptés de type hôtel. Et puis il y a une logique de desserrement des centres d'hébergement collectif les plus denses. Je pense en particulier à la boulangerie, au château des Rentiers ou à ce type de structure. Voilà en gros la démarche qu'il y a eu sur les plus précaires. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? J'essaie d'aller très vite pour qu'on puisse discuter. Qu'est-ce qui va se passer à la phase de déconfinement? Donc le choix qui est fait, donc il y a tout le dispositif national qui est mis en place avec les améliorations que viennent de donner le Conseil d'État hier soir. Donc on est en train de retravailler dessus, qui est un dispositif qui va, on va dire, toucher la population générale et qui, en Ile-de-France, s'appuie notamment sur Covisam, qui est le dispositif de la PHP, monté par la PHP, mais s'appuie également sur d'autres dispositifs. On va par ailleurs, c'est un choix qui a été fait par le préfet, le DG, l'accord de tout le monde. Le dispositif en direction des personnes les plus précaires qu'on a mis en place et qui fonctionne aujourd'hui bien, puisque ça a un effet assez massif. On a fait le choix de le maintenir autour de l'idée, puisque ça marche. C'est pas la peine de prendre le risque de le supprimer pour l'absorber dans un grand tout global dont on n'est pas sûr qu'il atteindra les mêmes affinités. Donc ce dispositif d'équipe mobile et de mise à l'abri dans les centres d'accueil pour personnes de Covid+, et en particulier pour famille, puisqu'on a des centres pour hommes et des centres pour famille, on va le maintenir durant toute la phase de suite de l'épidémie, on va dire. Voilà donc en gros sur la question des personnes précaires. Alors maintenant se pose une autre question qui est celle que vous avez un peu évoquée à travers l'allusion au travail de l'ORS, qui est qu'au-delà des personnes les plus précaires, des personnes sans abri hébergées, on a tout le sujet de tous ceux qui sont en gros des 20% de la population qui sont en quartier politique de la ville, en habitat surpeuplé, qui sont des familles monoparentales ou des travailleurs pauvres, et qui sont ce type de public qui ne relève pas du dispositif de la grande précarité, mais qui en fait ont, on le voit bien, payé, l'étude de l'ORS le montre, a priori, les zones de surmortalité sont vraiment des zones où on a l'habitat le plus surpeuplé, l'habitat le plus dégradé, le plus de travailleurs dits indispensables, c'est-à-dire de caissières du supermarché, des boueurs, etc., etc. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce sujet-là, sachant que le déconfinement va être un moment, on le voit depuis hier, hein, c'est un moment extrêmement violent pour ces territoires-là. On voit que les distanciations dans le transport en commun sont strictement impossibles à respecter sur la ligne 13, sur les RER de banlieue, etc. Donc on a un souci là-dessus. On a eu hier, on a mis en place un groupe d'appui sur les inégalités en termes de déconfinement qui comprend les grandes associations caritatives, qui comprend des représentants des bailleurs sociaux, etc. Ce qui remontre massivement de manière très très forte, c'est l'impact du déconfinement, enfin du confinement d'abord et du déconfinement ensuite, sur la précarité alimentaire, avec une ampleur des difficultés de recours à l'alimentation qu'on connaissait mais qu'on a probablement sous-estimé et dont honnêtement on ne sait pas très bien comment on va se positionner par rapport à ça. Et puis des sujets de santé mentale qui sont des sujets probablement beaucoup plus compliqués que ce qu'on peut penser, avec à la fois des sujets de décompensation, des sujets de rupture de soins, des sujets aussi plus collectifs, et en particulier des sujets de stigmatisation. On a beaucoup parlé de la violence intrafamiliale. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on traite
mais qu'il faut qu'on soit très attentif à ne pas stigmatiser une partie de la population. C'est-à-dire que les gens, ils ont d'abord souffert de la violence, des contraintes sociales, et plus que la violence intrafamiliale, qui est souvent un effet rebond de la violence des contraintes sociales. Et c'est sur ces sujets-là qu'on est aujourd'hui en train de travailler. Voilà en gros la stratégie de l'agence là-dessus, en sachant qu'on est évidemment dans la mise en œuvre, et c'est aujourd'hui ce qui conditionne l'activité de l'essentiel de l'agence, la mise en œuvre de tout ce qui est le niveau 3 du contact tracing, c'est-à-dire tout ce qui est la mise en place de la recherche de clusters. On voit que ça apparaît de manière assez forte maintenant qu'on commence à les chercher, mais tout ce qui est également la rupture des chaînes de contamination, la gestion de l'hôpital, toutes ces questions qui sont aujourd'hui, on a un étage entier de l'agence qui est dédié à des équipes qui font du téléphone, qui contactent les gens, etc., etc. Voilà en gros, j'ai essayé de le présenter. Comme je ne savais pas très bien ce que vous souhaitez que j'aborde, j'ai été un peu dans l'improvisation. Non, mais il n'y a pas de souci. Si c'est très clair ou si ça vous donne une idée. Donc, alors vous pouvez tous poser donc des questions. Alors, je vous demanderai par contre de poser des questions directement sur le chat et je les poserai donc à Luc Gino de manière à éviter donc les problématiques parce que vous êtes très nombreux donc les problématiques audio. Juste avant que les gens donc posent leurs questions, Luc Gino, je voulais savoir comment vont les agents de l'agence parce qu'il y a eu un vrai travail. Enfin, on voyait vos tweets, on voyait les tweets de votre directeur général. On voyait que tout le monde était à la tâche. Concrètement, comment ça va vous au niveau de l'ARS parce qu'il y a eu beaucoup de boulot, des métiers réinventés. On a souvent eu nous à plusieurs reprises Frédéric Goyer, Lamia Azouz. C'est une vraie question. Comment est-ce que vous allez vous en fait? Parce que la crise, ça touche aussi. D'abord, il y a un principe, c'est que comment est-ce que vont les personnels, les directeurs sont en général les plus mal placés pour le savoir. C'est-à-dire que nous, finalement, on a toujours la position, c'est toujours pareil, quoi. Les patrons, entre guillemets, ont toujours la position gratifiante de se dire ça va bien. En fait, d'abord, il faut savoir qu'on a, ce que j'ai déjà dit, on a beaucoup de collègues qui ont été malades, parfois gravement malades, dont certains d'entre eux sont encore le prix épidémiologique dans l'agence a été assez fort, notamment lié au premier cluster qu'on a eu, qui a quand même emporté une partie considérable moi, dans la direction de santé publique, on a encore 3-4 collègues qui sont au bout d'un mois toujours parmi, qui ont tenté de revenir, qui sont quasiment évanouis sur place. Hein. Donc on a un vrai sujet d'impact du Covid, objectivement. Ensuite, on a un sujet comme toutes les entreprises, mais probablement plus dans les entreprises de services publics, où les gens sont toujours très engagés, un sujet de comment est-ce qu'on fait pour refaire sens commun dans une logique de télétravail, sachant qu'on demande en plus de reprendre cette forme d'activité, puisque par exemple tout ce qui est les visites à domicile pour les inspecteurs, les techniciens qui travaillent dans l'habitat insalubre, on va commencer à les réallumer, à les refaire démarrer, ce qui pose des problèmes de sécurité, des problèmes, etc. Après, moi, ce que je trouve très fort, c'est que, vous l'avez un peu senti, les gens sont immédiatement déplacés sur d'autres métiers que les siens. Aujourd'hui, la cellule qui, dans la DSP, gère tout ce qui est la crise en direction des personnes les plus précaires, c'est-à-dire les gens qui ont des équipes mobiles, etc., est constituée, était jusqu'à présent constituée de renforts extérieurs qui sont repartis sur leur mission d'origine, qui avait été mise à disposition par d'autres administrations. Mais c'est des agents qui sont dans la direction de santé publique ou d'autres directions qui viennent de tout à fait autre métier. Et qui ont chacun changé de métier. Ça, je trouve que c'est assez sympa. Après, on aura très probablement, si vous voulez, quand vous avez des équipes qui depuis 2 mois et demi sont 7 jours sur 7 ensemble, puisque moi personnellement j'ai pris mon premier dimanche, et encore quand je dis mon premier dimanche, à exception de conférences téléphoniques ce dimanche. Quand vous avez des équipes qui pendant 2 mois ont travaillé 7 jours sur 7, et après il y a un effet de descente qui est probablement qui va être un peu difficile à gérer pour nous. Et ça, on n'est pas très différent de ce que sont des équipes de première ligne. Hein. Oui, bien sûr. Alors je vais donner la parole à Stéphanie Estève-Terré, donc qui est psychologue sociale à HF Prévention et qui souhaitait donc rebondir sur votre intervention. Bonjour à tous. Oui, en fait, je voulais reprendre, effectivement, vous avez parlé de 3 points, effectivement. En psychologie sociale, on s'aperçoit que on est aussi sur les 3 points que vous avez évoqués.
Si je reprends effectivement comment ça s'est passé au niveau du ressenti pour les personnes, sur le confinement, on a bien vu que là, on était dans l'aspect contrainte, puisqu'en fait, personne ne savait ce qu'il fallait faire, c'était la première fois. Donc, on s'est un peu tous débrouillés comme on a pu, mais je reviens sur ce que vous avez dit, vous avez fait exactement pareil au niveau professionnel, c'est-à-dire que vous avez géré le confinement comme vous avez pu, ce qui a induit des changements d'habitude pour tout le monde, puisqu'en fait, on nous imposait, nous, à la maison, à la fois et le télétravail, et pour ceux qui avaient des enfants, la continuité pédagogique, ou ceux pour qui étaient aidants de personnes en situation de handicap ou malades, ça devait aussi induire un changement de comportement. Donc, c'est-à-dire que durant 2 mois, on a eu cette contrainte avec des changements de comportement. Là, on nous dit, vous êtes dans le déconfinement. Le déconfinement, il faut voir que c'est pas tout à fait une reprise, un retour à la normale, et encore moins un retour aux libertés individuelles. On a vu hier soir, effectivement, que sur le canal Saint-Martin, les gens se sont retrouvés et que finalement, on leur a très gentiment dit que c'était pas possible de revenir à cette normale-là. Donc, effectivement, le déconfinement aussi, il va devoir falloir l'aborder de façon collective. Il y a à la fois une responsabilité individuelle à réinventer et surtout une responsabilité collective à appréhender. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une partie de la population, parce que justement, dans le stress du déconfinement et du confinement, ne peut pas appréhender effectivement la globalité des enjeux de ce qu'est un déconfinement. Voilà. C'est-à-dire qu'on passe de la contrainte au déconfinement. Il va falloir aussi qu'il y ait un retour à la confiance. Voilà. Il faut que les autorités restaurent aussi la confiance vis-à-vis de la médecine et vis-à-vis des autorités, ne serait-ce que pour les masques. Parce que si on veut parler de responsabilité collective, effectivement, il faut que les gens comprennent à quel moment il faut ou pas mettre un masque et à quel moment ça sert ou pas à quelque chose. On a eu beaucoup d'injonctions paradoxales, donc ça veut dire que là, il y a une réappropriation de l'information qui doit être absolument faite, et justement par les autorités. Donc, je pense que c'est du rôle des ARS et autres autorités, effectivement, de remettre du sens à la fois dans les moyens de se protéger, mais aussi dans le dépistage. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui psychologiquement vont être importantes pour que les gens puissent s'approprier correctement le déconfinement. Ce qui induit aussi de nouvelles relations sociales. Donc ça veut dire que dans le déconfinement, on doit de nouveau se réorganiser et se réadapter face aux autres. De nouveau face au travail, entre ceux qui vont repartir travailler, ceux qui ne se sont jamais arrêtés de travailler, et ceux qui vont rester encore à la maison, en gros jusqu'au mois de septembre, puisqu'on entend que certains vont rester encore en télétravail jusqu'au mois de septembre. Donc ça veut dire de nouveau réappréhender une société qui va encore qui va être encore à de nouveau. Je reprends ce que vous avez dit, Monsieur Ginaud, effectivement, les travailleurs dits de première ligne, mais aussi des travailleurs pauvres, entre guillemets, qui sont toujours effectivement en première ligne et pour qui, bon gré mal gré, les choses continuent. Mais est-ce qu'on fait un focus sur eux? Est-ce qu'on les aide plus ou pas? Effectivement, c'est quelque chose aussi à prendre en compte. La peur des relations sociales et la peur de revenir vers l'autre au travail. C'est-à-dire comment je vais partager mon bureau avec mes collègues. Est-ce qu'ils se sont protégés? Est-ce qu'ils se protègent? Et pour beaucoup, on voit bien que c'est aussi la question du trajet. Ce n'est pas forcément la question du collègue qui pose problème, c'est la question du trajet. C'est-à-dire comment je prends, et vous l'avez souligné, monsieur Ginaud, comment je prends des transports en commun qui encore aujourd'hui restent bondés, donc sont potentiellement des nids à virus, notamment dans les zones rouges que sont effectivement l'Île-de-France et la région Est. Donc tout ça, effectivement, c'est vraiment une question prégnante psychologiquement pour les gens, parce que revenir au travail pour certains, c'est un impératif
et vous l'avez souligné, pour soit revenir dans les relations normales, soit effectivement aller au travail pour de nouveau gagner de l'argent. Mais ça veut dire quel risque je prends sur mon trajet et est-ce que le soir, j'ai un risque de contaminer ou pas ma famille. Donc tout ça, psychologiquement, c'est extrêmement dur, effectivement, à gérer pour les gens. Donc c'est là où il va falloir remettre du sens, effectivement, sur la prévention, les gestes barrières. À quel moment je dois vraiment les mettre en action? Est-ce que je risque quelque chose? Est-ce que je risque de ramener le virus chez moi? Se pose la question également, in fine, de l'école aussi. C'est-à-dire, est-ce que je remets mes enfants à l'école ou pas? Il y a 2 mois, il ne fallait pas que je les remette. Aujourd'hui, on a une grosse injonction paradoxale de notre ministre de l'Éducation qui nous dit que finalement, les enfants sont plus en sécurité à l'école qu'à la maison. Donc, effectivement, tout ça, mis bout à bout, les gens ont ce déficit de conscience et psychologiquement, effectivement, on va rentrer dans des fonctionnements qui vont être très basiques, soit la peur de sortir et d'être en contact avec les autres, soit au contraire la défiance à l'autorité. Et on l'a vu hier soir, hein, les gens qui vont au contraire beaucoup plus s'exposer en disant quelque part, excusez-moi du terme, mort au con, on verra ce qui arrivera et puis vaille que vaille. Donc ça, c'est vraiment psychologiquement quelque chose à prendre en compte, effectivement, j'allais dire, pour ceux qui sont aujourd'hui revenus dans la société du travail. Voilà. La dernière chose, et vous l'avez souligné aussi, Monsieur Ginaud, c'est la prise en charge psychologique de tous les stress qui ont été subis durant le confinement et le déconfinement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une population qui a été stressée par l'environnement, par ce changement de paradigme. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans le trauma. Voilà. Mais si ce stress n'est pas pris en compte, que ce soit de l'ordre des décompensations ou de l'ordre du stress à avoir vécu pendant 2 mois des violences intrafamiliales ou le travail qui a été perdu ou le manque de nourriture, si on ne prend pas en compte ces stress maintenant, on installera un trauma dans les mois à venir. Donc ça, c'est essentiel, effectivement, et vous l'avez souligné, dans toutes les tranches de la population, et encore plus, effectivement, dans les populations qui ont été le plus victimes, soit, vous avez employé le terme de violence, soit des personnes qui n'avaient pas de quoi manger et de subvenir à ses besoins. Si aujourd'hui, cette situation de stress n'est pas prise en compte, on aura effectivement des ancrages psychologiques traumatiques très forts dans les mois à venir. Monsieur Ginaud, vous souhaitez réagir ou sinon je vous pose des questions qui ont été posées. Non, allez-y, oui. Non, je vous en prie. Non, juste ce que je veux dire, c'est que nous, au niveau de l'agence, on a tout ce qui est introduit, je suis évidemment d'accord, en sachant que une grande partie, d'ailleurs, c'est le déconfinement est copiloté par le préfet et beaucoup par le préfet, par le DG de l'agence. Hein. Donc, il y a une responsabilité très partagée avec le ministère de l'Intérieur. Nous, on a une première responsabilité qui est que la gestion médicale du sujet soit épidémiologique soit maîtrisée. À ça se rajoute une deuxième difficulté qui est probablement plus familière à nos collègues des Corévis, c'est le fait qu'il faut on ne baisse pas trop la garde sur le champ hospitalier quand même. C'est-à-dire que l'hypothèse d'une deuxième vague, on la souhaite pas, mais enfin si elle arrive, autant qu'on soit pas pris au dépourvu. Et ensuite, on a une deuxième type de responsabilité qui est de sensibiliser, d'accompagner, de faire du plaidoyer et de soutenir l'organisation pour répondre aux questions qui ont été évoquées par Madame précédemment. Et qu'il faut qu'on tienne les deux bouts. C'est ce qui est de notre responsabilité directe d'organisateur sanitaire et de ce sur quoi on peut contribuer au débat public. Il y a un entre-deux qui est enfin un entre-deux. Il y a deux bouts de la corde à tenir, quoi. Voilà. Mmh. Ouais. Il y avait donc tout un tas de questions qui ont été posées. Parmi donc les questions, notamment donc Nicolas souhaiterait savoir. Effectivement, vous avez parlé donc de la réorganisation qui est en cours et notamment donc des nouveaux partenariats. On l'a vu avec le groupe Accor, notamment la région Île-de-France, mais la région Île-de-France est un de vos partenaires depuis de nombreuses années. La création de nouvelles activités, de nouveaux métiers. Est-ce que du coup c'est quelque chose qui va être durable dans le temps, ou est-ce que c'est donc des nouveaux métiers et une manière d'agir
qui n'aura lieu que sur donc la crise, ou est-ce que c'est des choses qui vont peut-être faire école et être perpétuées? Je pense par exemple à la réserve sanitaire, entre autres. Bah, la réserve, il faut séparer. Là, il y a plusieurs objets dans ce que vous venez d'écrire. Je vois au moins 4 objets différents. Premier objet, la réserve sanitaire, elle a été créée. Il y a eu des débats sur les crues dans la presse assez récents. Mais enfin, ça dit, la réserve sanitaire, elle existait avant. On s'en est déjà servi elle continue à exister après. Donc ça, c'est quelque chose qui a fonctionné et qui perdurera au-delà de l'épidémie. Deuxième question, les partenariats avec les institutions, quelles qu'elles soient. Alors, le partenariat avec le groupe Accor, d'autres, c'est un partenariat qui est lié à la PHP. Les préfets peuvent avoir pris d'autres types de. En gros, la question, c'est il faut que les préfets organisent dans chaque département des capacités d'hébergement pour des personnes. Alors, sur la question des personnes les plus précaires, c'est réglé par le dispositif qui a été mis en place, on va le garder. Pour les personnes qui sont dans des conditions un peu différentes, les préfets sont présumés organisés avec. Alors certains ont choisi des hôtels, d'autres ont choisi des centres de vacances. Enfin voilà, des systèmes qui leur permettent de mettre à l'abri, de mettre en isolement des personnes qui ne peuvent pas être isolées chez elles. On a, pour l'instant, pour être assez franc, pas du tout l'idée de quel va être le volume concerné. Hein. Pour l'instant, c'est voilà. Donc ça, ce type de question. En soi, c'est une réponse technique à un sujet technique. Après, l'autre question que vous abordez, c'est et dernier aspect qui est également technique par rapport à un sujet technique, c'est à un moment donné, l'agence va commencer à, honnêtement, on pensait le faire avant un peu plus tôt, mais on va commencer à réallumer des moteurs qui normalement, comment dirais-je, il y a des moteurs qui ont continué, la tuberculose, on a continué à s'en occuper. Il y a d'autres moteurs, honnêtement, sur l'éducation thérapeutique du patient. Pour être assez franc, l'agence a un peu baisser la garde. Hein. Il y a des tas de sujets sur lesquels on est urbanisme et santé, on est moins présent que ce qu'on était par le passé. Donc il va falloir à un moment donné que que les programmes de santé globaux reprennent leur place. Après, derrière ça, dans la question guide, le quatrième objet, je ne sais pas si c'est 4, je ne sais plus à combien j'en suis, c'est de dire que oui, effectivement, il y a des choses qu'on a appris. Et moi, je suis très attentif au fait que on a d'abord, si je reprends la question des inégalités sociales, il y a 6 mois, quand je parlais au nom de l'agence de l'importance de l'habitat dans le champ de la santé, tout le monde me considérait comme une espèce de vieux dinosaure échappé du 19e siècle, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, les questions d'habitat indigne, de surpeuplement, tout ça, à ma foi, était bien loin dans l'imaginaire général. Aujourd'hui, vous avez toute une palanquée d'anciens directeurs généraux de la santé qui expliquent à quel point c'est important. Donc, je pense que, entre guillemets, le monde d'après, j'aime pas trop cette idée, mais le monde d'après sera dans les pratiques. D'abord, il y a une conscience des inégalités sociales qui fait, et non pas des inégalités sociales au sens générique, mais du fait que ça passe par le fait que les gens, ils ont des petits boulots, ils ont des transports plus compliqués, ils ont des appartements surpeuplés, et ça va devoir être pris en charge dans la santé publique de manière plus générale. Honnêtement, en Ile-de-France, on n'est pas pris au dépourvu, c'était au cœur de notre PRS, ce sujet-là. Nous, on était une agence, je ne dis pas qu'on n'a pas été surpris, mais si vous voulez, mais quand je vois dans le monde des pages entières sur tout ce qui se passe dans l'habitation peuplée, l'habitat indigne, les cités, les quartiers populaires, en termes de santé et de lien entre les conditions de vie et l'épidémie, oui, le débat politique de politique publique de santé ne sera pas le même après qu'avant. Est-ce qu'il y aura des métiers différents ? Très probablement. C'est-à-dire qu'on voit bien que tout ce qui a été mis en place par nous dans le centre, pour parler d'un exemple que je connais, dans les centres d'hébergement, avec ces équipes mobiles, etc., c'est des choses qu'on n'était pas arrivé à mettre en place avant et que du coup, qui vont probablement rester perdurer, qui vont changer. Le rapport à la le rapport à la politique publique est pas le même. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, tout le monde réclame plus d'État, plus de régulation, plus de une puissance publique qui intervienne davantage. Ça, c'est quelque chose qui aurait été absolument inaudible il y a de cela 6 mois. Donc ça va changer, je pense. Ouais. Une autre question, alors il y a... Après, juste dernier aspect, un des enjeux de santé publique qu'on va avoir, nous, on considère que les dégâts, lorsqu'on va, et d'ailleurs on fait plus que le considérer, on mesure, lorsqu'on va commencer à voir ce qui se passe notamment dans les populations, pas forcément les plus exclues, mais les populations un peu fragiles. Parce
que moi j'appelle la caissière du supermarché à temps partiel, quoi. Lorsqu'on va voir ce qu'on va découvrir à la sortie je pense qu'on va avoir des enjeux de santé publique, mais dramatiques, et que je ne sais pas comment on va les attaquer. Oui, oui, il y a des chances. Oui, oui, c'est-à-dire qu'il va y avoir quand même tout un bilan à faire, in fine. Alors, c'est vrai que le monde d'après, on se pose toujours la question de pourquoi cette appellation, alors qu'en fait, c'est la continuité. Mais c'est sûr que de toute façon, ça va forcément recréer des choses. Alors, il y a aussi beaucoup d'associations qui sont présentes au sein du Coréville de France Sud. Il y a effectivement HF Prévention. Je vois nos amis du comité des familles ainsi que nos amis donc des Petits Bonheurs. Et la question que tout le monde se pose, c'est comment est-ce que les associations, par exemple, de lutte contre le sida ou de prévention santé, peuvent aussi intervenir dans la gestion de la crise et quelle place et quelles nouvelles missions peuvent être prises en compte dans le cadre donc d'une pandémie comme le Covid-19. C'est une question sur laquelle on a beaucoup travaillé dans le groupe d'appui régional qu'on a mis en place hier. Donc on a beaucoup travaillé, faut pas exagérer, on a parlé pendant demi-heure, c'est parce qu'on peut appeler beaucoup travailler, mais enfin en tout cas on l'a abordé. Il y a pas de réponse, il y a pas de réponse. Moi je pense que évidemment il y a la réponse standard qui consiste à dire il faut porter les messages, faire ceci, faire cela, etc. Bon, ouais. Ça c'est assez générique. Après il y a une deuxième, pour moi la question la plus compliquée, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'on n'ait pas d'un côté des populations ou des groupes sociaux qui reçoivent les messages avec une régularité de métronome toutes les 10 minutes sur je mets mon masque pour me protéger, pour te protéger, etc., qui reçoivent en gros qui s'approprient ces messages-là parce qu'ils sont faits pour eux, et d'un autre côté des groupes sociaux pour lesquels soit les messages sont vécus comme des injonctions, y compris des injonctions impossibles à tenir, soit parce que dire restez distanciés dans les transports quand vous êtes femme de ménage et que si vous n'arrivez pas à 6h30 vous faites menacé de sanctions et que le premier métro il est blindé, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour que on adapte, on tienne compte des contraintes sociales des gens, et puis il y a le deuxième type de question, c'est pour nous la projection territoriale, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'une partie des contradictions, je suis pas un maniaque de manière générale de la territorialisation à tout prix. Je ne suis pas sûr que le fait de renvoyer au local soit toujours la bonne réponse. Cela dit, pour le coup, là, on a un sujet qui est la mise en place de réponses adaptées aux besoins notamment des groupes sociaux les moins favorisés. Elle va se faire par un maillage de proximité très très fin. Et du coup, comment les associations peuvent se projeter dans ce maillage-là, c'est pour moi un souci sur lequel j'ai pas de réponse autre qu'un peu bavarde, quoi. Mmh. Oui, ça reste. Donc ça c'est là-dessus qu'il faut. Ça reste en construction. Mmh. J'imagine que de toute façon, cette pandémie va ouvrir, y compris chez vous, au niveau de l'agence régionale, tout un tas de nouveaux chantiers. Comment est-ce que vous appréhendez déjà cette deuxième vague, si deuxième vague il y a, parce qu'après tout, il pourrait ne pas y avoir de nouveaux clusters qui engendrent une nouvelle vague, et comment vous appréhendez un petit peu les prochains mois à l'agence ? Si vous voulez, pour nous, les prochains mois, il y a d'abord, honnêtement, je pense qu'on est incapable de préfigurer. Je ne vais pas vous dire qu'on a une vision claire de là où on en sera en juillet. Hein, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas. D'abord, je pense qu'il va y avoir, il y a un débat sous-jacent. On voit bien que sur ce qu'ont fait les agences régionales de santé, il y a un vrai débat public. Ouais. Donc, il va falloir, d'abord, pour être assez franc, il va falloir qu'on justifie ce qu'on a fait. Moi, je suis pas très inquiet. Enfin, il y a déjà des polémiques, comme toujours dans ces cas-là, des gens qui disent on aurait dû faire ceci, on aurait dû faire cela. Donc, ça va nous occuper beaucoup d'expliquer ce qu'on a fait. On n'aura pas toujours des auditoires aussi agréables que le vôtre. Donc, ça, c'est un premier point, de revenir, de tirer les expériences. On commence, nous, à travailler un tout petit peu sur qu'est-ce qu'on a appris, sur quoi on s'est planté, et où on aurait pu mieux faire, et sur quoi on est plutôt pas mal on s'est plutôt pas mal sorti de ce qui était attendu. Enfin, on a plutôt fait ce qui était attendu. Après, pour moi, la question elle va toujours la même. Elle est comment est-ce que progressivement on réarme toutes les politiques publiques dont on est comptable, y compris des politiques à très long terme, et comment est-ce que ce qui s'est révélé sur les inégalités est l'espèce de consensus très très fort qui a lieu, pas tellement sur l'inégalité lui-même, mais sur le lien entre le cadre de vie et la santé. Comment est-ce que
ça se traduit en termes de politique publique. Et puis on a quand même un point technique, enfin, pas que technique, hein, mais comme vous avez dû le lire, on a eu un effondrement de la consommation de soins pendant le confinement. Et vraiment un effondrement, on est à moins de, je crois qu'on est à moins de 30% dans certains départements de consommation médicale. Et on est très inquiet de qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir, notamment sur les patients avec des pathologies chroniques. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on récupère les retards de soins, les retards de suivi, etc. Dans un moment où, par ailleurs, le personnel soignant va devoir, lui, de son côté, souffler un peu. Parce qu'on va pas pouvoir maintenir le personnel soignant sous une pression pareille jusqu'à Noël, quoi. Oui, c'est ça. Donc là, il y a, à mon avis, il y a un effet ciseau sur lequel il va falloir qu'on travaille d'assez près, avec en particulier, de mon point de vue, ça va aussi amener à des redistributions des rôles dans les professions de santé. Je pense que si, par exemple, je regarde, pour vous donner un exemple sur la question des foyers de travailleurs migrants, je pense qu'on va devoir, la question du rôle des infirmiers de santé publique va se repositionner. Ça nous est évoqué par plusieurs associations. C'est probablement des professionnels qui ont été peu valorisés, peu au centre des programmes publics. Et il faut qu'on s'appuie davantage sur eux. Ça fait partie des types de leçons qu'on va tirer. Dominique, par rapport effectivement donc à ce qui se passe à l'hôpital, concrètement, qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à ce que nous dit Luc Ginot sur la transformation un peu des futurs métiers? Ben, merci beaucoup pour votre témoignage et vos explications. C'est vraiment intéressant. Surtout ce que vous avez dit sur les personnes qui habitent dans des zones précaires, qui sont vraiment à différencier des précaires, quoi. Je trouve que ça, c'est vraiment intéressant. Parce qu'on a tendance à se dire, les précaires, c'est les clochards dans la rue. Mais non, en fait, c'est tout un tas de la population qui habite dans des zones difficiles. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Ce que j'ai vu aussi, c'est que vous ne baissiez pas la garde en reprenant toutes vos activités. C'est-à-dire, vous allez essayer de reprendre un peu quelques activités, mais sans baisser la garde. Et ça, c'est aussi une question qu'on se pose à l'hôpital. Est-ce que maintenant, il faut vraiment qu'on reprenne nos activités antérieures en arrêtant nos astreintes, etc. Ou est-ce qu'on garde quand même cette vigilance? Donc, j'ai l'impression que vous êtes plutôt pour la garder. Voilà. Alors, j'avais pas mal de questions. Hein. Je vais essayer de vous en poser que 2 ou 3 toutes petites, si vous voulez. Donc déjà, un commentaire. Je trouve qu'à la phase aiguë, vous dites qu'on n'a pas été surchargé, mais on l'a été. Moi, il me restera toujours en mémoire, malgré tout, à Paris, vous voyez des choix de patients avec des gens qu'on peut pas mettre en réanimation et qu'on met sous oxygène en médecine. Donc, c'est quand même une prise en charge dégradée. Ils ont été acceptés, mais voilà, ils n'ont pas survécu. C'est pareil dans les EHPAD, on a des patients qui malheureusement n'ont pas pu être hospitalisés parce que trop vieux, ci et ça. Donc ça, je pense que pour l'avenir, ce sera vraiment des leçons à voir comment est-ce qu'on peut refaire comme ça cette adaptation du système de santé en cas de crise, peut-être encore plus vite pour ne pas exclure des personnes. Alors sinon, les petites questions ou suggestions. Pour les transports en commun, vous avez bien souligné que c'était un endroit où on risquait à nouveau d'attraper le Covid. Et est-ce que pour ces zones précaires, on ne pourrait pas faire en sorte qu'il y ait des distributions de masques et de solutions hydroalcooliques à toutes les personnes, toutes les stations de métro, mais différenciées? Vous voyez, par exemple, moi, je viens de la banlieue ouest, ça va bien. Hier, il y avait des masques. Aujourd'hui, il n'y avait plus rien. C'était terminé. C'était juste un effet de présentation. Mais peut-être que dans ces zones, justement, dans le 93, que dans toutes les stations de métro, les gens n'aient pas à se mettre un foulard ou une main devant la bouche parce qu'ils n'ont pas de masque, leur offrir ces outils de prévention. Hein. Et puis, c'était pareil pour les comment vous appelez ça, les cellules mobiles, les équipes mobiles qui vont dans les foyers d'hébergement. Ça, c'est quelque chose de très bien. Je me demande si ça ne pourrait pas perdurer, quoi, parce qu'il y a tellement de problèmes sanitaires que je pense qu'au-delà du Covid, ça pourrait être intéressant. Et enfin, je reprends aussi une suggestion pas qui l'a posée, je pense que c'est Jérôme, la place des associations de patients. C'est vrai que les associations de patients, elles ont fait preuve de beaucoup d'implications sur le VIH et je pense qu'elles pourraient très bien, si elles étaient mandatées sur certaines choses, faire tout aussi bien sur le Covid.
bien sûr en concertation avec vous et selon des missions assez précises, parce que là c'est assez vague. Mais je sens que ces associations seraient disponibles pour faire plus qu'elles ne font. Enfin, en tout cas, sur HF Connexion, effectivement, on a réinventé un peu certaines choses, et notamment, d'ailleurs, avec toi, Dominique, il y a eu tout un groupe avec Stéphanie, Dominique, Marie. Vous avez effectivement monté un protocole Covid-19 sur les tests TROD, qui est donc en cours de dépôt, notamment à l'OMS, dans sa version anglaise. Et puis, tout un tas donc d'actions qui ont été menées, notamment avec le Corevi Île-de-France Sud. Bertrand, tu avais une question donc pour Luc Gino. Je vais ouvrir ton micro. Peut-être que Luc peut lui répondre. Vincent Bertrand, qui est donc le directeur des Petits Bonheurs. Oui, bonjour, c'est plus une question un peu globale, c'est vraiment au niveau de l'ARS et des futures aussi mises en place des différentes politiques de santé. C'est quelle pourrait être la projection un peu globale aussi sur l'amélioration de la prévention et le dépistage en gros des comorbidités? Alors, je me sens comme Jacques Chancel quand il demandait « Et Dieu dans tout ça » dans le grand échiquier de mon enfance. Alors, j'essaie de faire du plus pragmatique au plus vaste, enfin du plus pragmatique, du plus précis au plus vaste. Alors, sur la question des équipes mobiles, sur la question de ne pas baisser la garde, effectivement, je confirme par rapport à ce que dit Dominique, nous c'est bien des difficultés qu'on a, hein. C'est de ne pas, y compris dans nos têtes, là aujourd'hui, en fait, pour être assez franc, on a tous attaqué le week-end en disant les 2 semaines qui vont avoir lieu, le directeur général dit les 3 semaines, on dit les 2-3 semaines qui vont avoir lieu vont être bien pires, et elles sont bien pires que celles qui sont passées. Donc pour nous, la question n'est pas de baisser la garde. On a juste une vraie question de ressources humaines. Voilà, fois que vous voyez, moi, par exemple, la personne qui s'occupe du Grand Paris et des questions de Grand Paris santé chez moi, elle est complètement absorbée par la cellule que je mets en place sur les inégalités sociales liées au Covid. Du coup, elle peut pas traiter un certain nombre d'enjeux liés à l'urbanisme qui sont majeurs. Donc, il faut qu'on arrive à ce que j'appelle rallumer des moteurs sans et ça sera pas réallumer les moteurs à part les questions de l'habitat indigne dont on a demandé qu'ils reprennent dès cette semaine. Sur le reste, on va les réallumer progressivement une fois qu'on aura mis en place tout le dispositif gouvernemental sur le suivi des cas. Donc oui, on va réallumer, mais oui, on va rester en vigilance très très importante, notamment pour que s'il y a une deuxième vague, on n'attende pas 4 jours pour la voir. On a tout un système de surveillance de ce point de vue-là. Sur le maintien des équipes mobiles dans les foyers, dans les centres d'hébergement, ça fait partie de ce que j'appelle moi le monde d'après. C'est-à-dire qu'objectivement, des choses qu'on n'était pas arrivé à faire avant, on est arrivé à les faire maintenant. Donc, on est arrivé à faire converger dans des projets conjoints le préfet, des associations caritatives, pas toujours très très charitables à l'égard de l'État, tout ça dans une démarche à peu près, chacun restant sur ses positions, mais avec un programme partagé. Je pense qu'il faut qu'on le continue, notamment sur les foyers de travailleurs migrants et sur les centres d'hébergement où on est passé d'un truc qui était quand même un tout petit peu disparate à quelque chose qui est aujourd'hui très très standardisé, presque organisé, homogène, quoi. Et ça, il faut qu'on le maintienne. Sur la question de l'association de patients, oui, moi, on est vraiment persuadé. Je sais qu'il y a une association qui est Renalo qui nous a beaucoup tapé dessus à juste titre parce qu'ils n'avaient pas été assez associés à des sujets autour de la greffe rénale. Voilà, on va essayer de revenir à des bonnes pratiques en termes de travail avec les associations. La CRSA est particulièrement vigilante là-dessus. Sur le dernier point qui a été demandé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire pour comment est-ce qu'on remet en place une politique sur les pathologies chroniques, si j'ai bien compris. En fait, il y a deux types de questions. J'essaie de répondre un peu à chaud. Premièrement, on a un sujet d'urgence qui est de faire que les patients reprennent les soins, reprennent l'attention portée à eux, par exemple. Alors, nous, on a mis en place un certain nombre de petits outils. On a, par exemple, fait des affichettes qu'on a diffusées à travers les bailleurs sociaux. Dans les sites HM, on a demandé aux bailleurs sociaux de mettre des affichettes assez simples autour de je suis malade, je recommence à appeler mon médecin, quoi. Enfin, je fais court, mais c'est d'une manière plus intelligente que ça, mais c'est à peu près ça. Ensuite, moi, ce que je pense,
si vous voulez, comment dire, il ne faut pas que la politique publique après l'épidémie, ce soit la même que la politique publique avant. C'est-à-dire que grosso modo, tout ce qu'on a pu raconter sur les inégalités d'accès aux soins, les inégalités d'accès à l'activité physique et d'accès, vous voyez, ce qui se débat aujourd'hui sur les parcs et jardins. Le fait que les parcs soient ouverts à Paris et pas en Seine-Saint-Denis, c'est pas de compétence de l'agence. Par contre, ce qui est de compétence de l'agence, c'est de dire qu'il y a plus de patients diabétiques obèses en Seine-Saint-Denis qu'à Paris et que du coup, il est urgent qu'ils puissent reprendre l'activité physique. Donc nous, on va être sur quelque chose qui va essayer de réactiver nos politiques en matière de pathologie chronique, mais en tenant compte du fait que ce qu'on pouvait dire avant, parfois un peu seul, sur les déterminants sociaux et environnementaux, ce sont maintenant des choses qu'il faut vraiment mettre en application. C'est compliqué pour moi d'être plus précis que ça à ce stade-là. Hein. Oui, c'est peut-être mettre plus de santé un peu dans tous les gestes du quotidien, parce qu'on le voit bien, même au niveau donc des entreprises, il n'y avait pas forcément une prise de conscience, y compris sur le sanitaire, et donc du coup, cette crise aura peut-être amené ça aussi. Ah, ça, c'est clair, si vous voulez. On dit en rigolant, on aurait pu, il y a eu un dessin du Monde qui voit une famille, un gamin qui dit, moi, je vais être épidémiologiste, moi, je vais être virologue, moi, je vais être bobologue, moi, je vais être ceci. Et qu'effectivement, on a tout d'un coup, une espèce d'éruption de la conscience du lien entre l'environnement, les conditions de vie et la santé, qui s'est jamais produite depuis des décennies. Enfin, je veux dire, tout ce qu'on peut raconter, nous autres, professionnels de santé publique, sur la charte d'Ottawa et tout le Saint-Faustin, aujourd'hui, tout le monde en est persuadé. Et c'était pas du tout le cas il y a 3 mois. Donc, il faut qu'on prenne l'appui là-dessus. J'en suis persuadé. Bon, bah écoutez, en tout cas, on ne peut que l'espérer. Merci beaucoup, Luc Ginaud. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors, je le rappelle, vous pouvez donc retrouver l'intégralité de nos webconférences sur le site internet du Corévi Île-de-France Sud. Merci beaucoup, Stéphanie. Je rappelle, hein, si les gens ont besoin donc de te contacter, ils peuvent le faire via HF Prévention ou via donc le site internet du Corévi, de manière à pouvoir discuter notamment donc des déconfinements. Merci beaucoup Dominique Salmon, merci beaucoup. Merci à tous, à la semaine prochaine. Permis donc tout cela. Merci Philippe et Hélène qui œuvrent donc également à ce que tout fonctionne bien. Merci à tous et on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau thème. Donc ce sera avec un médecin infectiologue de Henri Mondor, qui fait également donc partie du Corévi Île-de-France Sud. Bonne semaine à tous. Bon courage à tout le monde. Au revoir. Au revoir.